Je vous demande d'accueillir chaleureusement Jean-Baptiste Toré, le réalisateur de Michael Cimino, Un mirage américain. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Et bienvenue à Liège et au Grignou en tout cas. Bah, merci beaucoup. Je dis un mot ? Oui, on peut... Vas-y. Non, mais déjà, merci de vous voir si nombreux. Je suis très très content. Je vais rien vous dire sur le film, c'est atroce, mais peut-être vous raconter juste en fait non pas la genèse, mais parce que je rappelle juste que ce film-là, il est né en fait bizarrement il y a peut-être 10-12 ans, à l'époque où les cahiers du cinéma viennent de changer de formule, donc nouvelle équipe de rédaction, etc., etc. Et vous savez, quand comme ça une nouvelle équipe arrive aux commandes d'une revue, en tout cas pour les cahiers, il y a une sorte de désir d'aventure qui dure 5 à 6 jours. Et où ils se mettent à faire appel à des gens extérieurs à la secte et voilà, ça vous dirait. Donc il m'appelle, il dit Jean-Baptiste, t'as pas envie de faire quelque chose là dans cette nouvelle formule des cahiers? J'aurais dit que il y a un truc que j'adore, c'est ce qu'on appelle les profiles faits par le New Yorker, qui est un magazine hebdo américain que je lis régulièrement, qui sont des espèces de portraits de 30, 40, 50 pages d'artistes ou d'hommes politiques, mais au long cours, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment des trucs extrêmement longs, mêlant l'analyse, l'essai, l'entretien, le gonzo. Et ils me disent pourquoi pas, et ils me disent à qui tu penses, et là je leur donne 3 noms de gens avec lesquels j'aimerais passer un peu de temps. C'est Alain Delon, William Friedkin et Michael Cimino. Et donc ils me disent bon d'accord, a priori rien ne se fera, parce que Delon dit non à tout le monde, Cimino plus personne ne sait où il est, et Friedkin, pour l'avoir un peu côtoyé, est quand même un bonhomme particulier. Et donc je me dis je vais commencer quand même par Michael Cimino, parce que donc on est en 2010-2011 et à cette époque-là, je sais pas si vous vous souvenez, mais le nom de Michael Cimino est un cinéaste qui a disparu des radars. En fait, on ne sait plus, on sait qu'il est pas mort, mais on ne sait plus vraiment où il est ni ce qu'il fait. Et or pour moi, Cimino a été, et peut-être même pour vous, j'imagine, un cinéaste important, Voyage au bout de l'enfer, fait avec d'autres films dans l'histoire du cinéma, fait partie de ces films qui, pour moi, ont changé ma vie. Et donc je me suis dit où est le type qui a fait ça. Et j'ai commencé à appeler à l'époque des amis, des réalisateurs de revues, des gens de festival, en disant voilà, est-ce que t'as pas le contact avec Michael Cimino? Et personne ne savait où il était. Et d'ailleurs il y avait un signe ultime pour ça, c'est que j'appelais toujours Tavernier et je disais bon Bertrand, il est où Michael Cimino? Mais j'en ai aucune idée. Et quand Tavernier disait je ne sais pas où est quelqu'un, c'est qu'il avait vraiment disparu. Et donc alors là je me suis dit bon j'y vais de façon un peu empirique à l'ancienne, comme j'ai toujours fait avec les Américains, parce que très tôt moi quand j'étais critique j'ai arrêté de passer par des attachés de presse, qui pour moi était la meilleure façon d'avoir accès à personne, toujours passer par d'autres voies, aller aux États-Unis hors promo, bref. Et donc je me dis c'est un Américain, donc avocat. Il a des avocats forcément quelque part, ce Michael Cimino. Et donc je commence à trouver une liste de 12 avocats qui se réclament être les avocats de Michael Cimino, et je leur envoie à tous une lettre en disant je cherche à joindre votre client. Et puis il y en a un qui me répond en me disant si vous voulez joindre Michael Cimino, il faut que vous rentriez en contact avec une femme qui s'appelle Joan Carelli. Joan Carelli, c'est la productrice de Voyage au bout de l'enfer, de La Porte du Paradis, etc. Sa muse, sa compagne, enfin bon. Et donc c'est comme ça que j'envoie un jour un mot à Joan Carelli en lui expliquant mon projet. Voilà, j'ai envie de rencontrer Michael Cimino pour un profil décaillé. Je lui explique quand même que le projet il est quand même contraignant, parce que c'est pas un entretien au Ritz pendant 1 heure, c'est passer 7-8 jours avec la personne. Et donc, pendant 4, 5, 6 mois, va commencer une conversation avec Joan Carelli au téléphone. À peu près tous les 15 jours, elle m'appelle, elle habite à New York, et en me demandant ce que j'ai envie de faire. Et je sens au fil des semaines que tout ce que je lui raconte, elle le rapporte d'une façon ou d'une autre à Michael Cimino. Elle le sas d'entrée, d'accord, comme souvent Hollywood d'ailleurs. Et puis un jour, alors que je suis à Los Angeles pour autre chose, je sais plus, je crois que c'était pour voir Richard Sarafian, l'homme qui a fait Vanishing Point. Vous connaissez Vanishing Point? Quand même. Et donc elle m'appelle, elle me dit voilà, Michael est prêt pour vous rencontrer. Donc je comprends que j'ai passé les différentes étapes, qu'elle veut bien ouvrir la porte du coffre. Et voilà, il vous invite à dîner dans tel endroit, etc. Et c'est comme ça que ça va se faire, c'est que je vais aller donc rencontrer Michael Cimino. Et qui est voilà comme il était à l'époque, un type habillé en jean, malingre, son Stetson, ses lunettes de soleil, ça. Et dès le début, je trouve le type assez chaleureux, alors qu'elle m'avait dit, vous savez, ça se trouve ça va mal se passer, ne prenez pas ombrage, au bout d'1 heure, il vous dira qu'il a pas envie.
Et puis on commence à s'installer, il me propose tout de suite, si j'ai envie, c'est pas son cas, de fumer un joint, ce qui pour moi est un signe d'une sorte de convivialité qui s'installe. Et je lui dis non, mais vous inquiétez pas, j'ai envie d'être concentré quand même, parce que je sais que bon. Et donc on se pose, et au cours de la première heure de discussion avec lui dans cette espèce de restaurant qu'il avait comme ça réservé, on l'appelait Don Michael dans ce restaurant-là, et pendant 1 heure, il ne va me poser des questions que sur John Ford. Voilà. Et donc là, je sens que c'est un ultime test. Hein. Et je comprends, et non seulement je comprends, mais je comprends même intimement qu'il doit se dire, si ce type connaît pas John Ford par cœur, qu'est-ce que je vais aller me faire chier 8 jours avec lui? Ça vaut pas le coup. Et donc je passe brillamment le test, parce que j'adore Ford et que j'ai vachement travaillé, etc. Et à la fin, il me dit, bon, ça dure 5-6 heures, il est 1 heure du matin, et puis moi j'étais dans un pauvre motel à Koreaton à Los Angeles, j'avais garé ma voiture d'ailleurs à 2 minutes du resto, et il me dit, je vous raccompagne, je lui dis oui, ce qui est stupide parce que j'ai ma voiture qui est là. Mais je lui dis, ça va être quand même marrant, je vais rentrer avec Michael Cimino en voiture, et là, le type, voilà, 250 km/h dans les rues de Los Angeles avec son jazz, et il me raccompagne à l'endroit, et donc il m'a toujours pas donné de réponse. Je sais toujours pas ce qui va se passer. Et là, au moment où je sors de la voiture, il m'appelle, il dit, bon, Jean-Baptiste, quand est-ce qu'on se revoit? Et là, je comprends qu'il est d'accord pour que je passe 7-8 jours avec lui pour faire ce profile. Ça veut dire une série d'entretiens assez longs, etc. Je lui dis, écoutez, je sais pas quand, faut que je rentre à Paris, j'ai des trucs à faire. Et là, il me dit, je dis ça, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, il me dit ce qui va déclencher le film. Il me dit, écoutez, on va se voir pendant 7-8 jours, le temps qu'il vous faudra, passer 4-5-6 heures ensemble tous les jours. Bon, il me dit, par contre, je sens très très bien sa phrase, hein, il me dit, on va pas se mettre à une pizzeria de Beverly Hills. C'est pas possible. Il me dit, si vous voulez, il me dit exactement, hein, si vous voulez comprendre mes films, il faut que vous preniez la route avec moi, donc je vais vous emmener à des endroits précis aux États-Unis que j'ai envie que vous voyiez. Et donc c'est lui qui va, à l'origine, créer ce voyage. On est parti de la Californie jusqu'au Colorado, un petit bled du Colorado qui s'appelle Montrose, que les cinéphiles connaissent parce que c'est là qu'Henri Hathaway a tourné en 69, $500 pour un shérif. Et il a envie d'aller me faire rencontrer un type qui est un cow-boy, un vieux pote à lui, qui a été la doublure de John Wayne sur le film d'Hathaway. Un type avec des joues en plastique qui est tombé tellement souvent de cheval et un type adorable, Alan Keller. Et donc, on va faire ce voyage pendant 8 jours, tous les deux en voiture. Et moi, pendant ce voyage, qui est sans doute la semaine la plus fatigante de toute ma vie, puisque je conduis, il est insomniaque, je pose des questions, j'enregistre, tout quoi, je regarde la carte. Et à la fin de ce voyage, je reviens, j'ai à peu près 45-50 heures d'enregistrement avec lui. Donc je fais ce profile qui va devenir comme ça un livre un peu plus tard. Et c'est comme ça qu'un jour, je fais un saut dans le temps d'une dizaine d'années. Arte un jour me propose en me disant, voilà, on aimerait bien produire un film sur Michael Cimino. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, écoutez, pourquoi pas? Et je leur dis pas oui tout de suite parce que je vois pas ce que je vais pouvoir faire. Et puis voilà, je termine en disant que je trouve l'idée un jour en me posant une seule question. Parce que si c'est pour faire, je veux dire, un portrait de Cimino, il est né, il a fait des films, il est mort, ça m'intéresse pas. Le livre était déjà là. Moi, j'avais fait le travail en tout cas de mon côté. Par contre, je me pose une question toute bête que n'importe quel amateur de cinéma a dû se poser. Je pense à Voyage au bout de l'enfer. Et je me dis, mais alors, Voyage au bout de l'enfer, tous ces gens qui étaient au moment de la séquence du mariage, dans la première partie du film, on est en 77, est-ce que il y a encore des gens qui sont vivants? Est-ce que si ces gens-là sont vivants, ils se souviennent encore qu'ils ont participé à ce film qui s'appelait Deer Hunter? Et puis c'était où d'ailleurs? Et donc je commence à mener ma petite enquête, Pennsylvanie, Clairton, il n'y a pas de Clairton en Pennsylvanie. Et peu à peu, je comprends que le film n'a pas été tourné en Pennsylvanie, mais dans l'Ohio, qui est un état un peu au-dessus, au bord de l'Ohio River, et que le film n'a pas été tourné à Clairton, mais à Mingo Junction, qui est vraiment un trou totalement perdu. Et c'est comme ça que je vais vite, je prends mon téléphone, allô Mingo, c'est moi, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Et là, je tombe sur le premier personnage que vous allez voir dans le film, qui me dit, mais non seulement on s'en souvient, mais c'est un moment mythique de l'histoire de la ville, qu'on se raconte comme ça tous les ans. C'est presque, on n'est pas à New York, Los Angeles ou Chicago, on est nulle part là-bas. Et je me suis dit, j'arrive. Et donc c'est comme ça en fait que je me suis dit, là il y a un film à faire, à partir de presque de cette réponse de quelqu'un de Mingo Junction dans l'Ohio. Merci Jean-Baptiste pour Merci l'intro. Bon voyage. Merci beaucoup. Et à tantôt, dans 2 heures, on se retrouve pour parler avec Jean-Baptiste. Voilà. Merci et bonne projection. If I say his name, it is Cimino, correct? Cimino. Cimino. Okay.
Donc bonsoir à toutes et à tous. On va entamer la discussion tous ensemble avec Jean-Baptiste. Et avant de vous céder la parole, une question, Jean-Baptiste, sur ce qui nous a frappé toutes et tous, c'est la dimension cinématographique qui émane de votre film et le fait que on sent un cinéaste. Il y a un grand travail sur la bande son, sur l'image. Il y a une mélancolie qui traverse ce film. Est-ce que vous pourriez revenir en quelques mots sur l'aspect formel, les idées que vous aviez et la volonté de vous démarquer d'un documentaire plus traditionnel? Oui, déjà merci de pas être sorti pendant le film. J'ai fait le compte avant, c'est à peu près resté. Après la question formelle, en fait, pour être tout à fait honnête, c'est une question que je me pose pas dans le sens où moi j'ai fait un jour un doc pour la télé sur la guerre pour Canal+, et en fait le format télé m'intéressait pas beaucoup et je suis pas fait pour ça et je le sais bien, et voilà, la contrainte, etc. Et donc moi j'aime le cinéma, je vis par ça, voilà, quand je regarde quelque chose je le vois en cinémascope, quoi. Même s'il y a des grands films faits en 4 tiers. Mais et donc voilà, la question pour moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt du point de vue formel. Il y a 2-3 décisions qui sont pour moi évidentes dès le départ. Le film sera tourné en cinémascope avec des optiques des années 70, donc qui comportent un certain type de défaut parce que on tourne en vidéo. Donc l'idée, c'est aussi de retrouver une forme de chair à l'image, ce qui est quand même le problème aujourd'hui quand on tourne en vidéo. C'est compliqué la question de la vidéo, parce que quand on a vu beaucoup de films, notamment des films tournés en 35 mm, et on a souvent une espèce d'une idée de cinéma qui correspond pas à l'idée de l'image vidéo. Donc comment est-ce qu'on fait? Soit on prend la vidéo, on la pousse jusqu'à un certain point, alors là pour le coup tout le monde n'est pas Michael Mann, ou alors on prend l'image vidéo et on tente de lui redonner quelque chose de l'ordre du défaut, de la chair, ce qui pour moi est la magie du cinéma. J'adore les optiques des années 70 parce qu'elles permettent d'avoir, quand vous tournez par exemple, d'avoir des perspectives qui se tordent sur les côtés, d'avoir des zones floues, etc. Moi, l'extrême netteté de la vidéo me tétanise un peu, en fait, pour être tout à fait honnête. J'ai l'impression d'être, voilà, il y a un truc autoritaire dans la vidéo qui j'aime pas que tout soit net, j'aime pas tout voir parfaitement, j'aime pas voir les pores d'un visage, enfin. Et donc, la question de l'optique, elle est très importante au début, sans parler du travail qu'on fera sur l'étalo, en post-production. Comment est-ce qu'on sait qu'on a un matériau, parce que le matériau, quand on tourne en vidéo, on tourne dans des images qu'on appelle RAW, c'est-à-dire des images qui sont neutres, qui sont à peu près grises, et vous vivez pendant 6-7 mois au moment du montage avec ces images-là. Et donc ce qui est compliqué, c'est que nous on a mis à peu près 6 mois pour monter le film. En fait, pendant 6 mois, vous devez avoir en tête que l'image que vous avez sur votre banc de montage n'est pas l'image dont vous rêvez et que vous aurez à la fin. Si je vous montrais certaines des images au moment du montage par rapport à ce qui est là, la différence elle est énorme. Donc, faut arriver à être devant des images dont on fantasme le rendu qu'on n'a pas encore. Et après, la question formelle, moi, la différence documentaire-fiction, je la comprends pas, en fait. Et moi, ça m'intéresse que la conversation entre le moment documentaire qui utilise des moyens de fiction, qui est tenté par la fiction, et puis inversement, peut-être qu'un jour, a priori ça devrait se faire, je serai amené à faire un film de fiction, et j'aime le moment où la fiction va vers le documentaire. Donc je sais pas ce que c'est qu'un documentaire, enfin je te parle de film documentaire, de film de fiction, je vois pas trop la différence entre les deux. Et après, moi j'avais 2-3 principes au tout départ sur l'écriture. Comme je vous disais juste avant que vous regardiez le film, quand j'ai donné ce coup de fil à Mingo Junction, je savais que, enfin en tout cas, j'avais envie que la première partie du film, que le nom de Michael Cimino, à part évidemment son apparition dans le titre, n'apparaisse pas avant 30-35 minutes. Et même idéalement, j'aurais aimé qu'il n'apparaisse pas avant 1 heure. Et qu'à la fin, au bout de cette heure-là, que le nom de Cimino arrive comme presque par effraction dans le film. Et ça m'intéressait énormément. Voilà. Donc de se dire que le film allait être construit vraiment en 2 grosses parties et que Mingo Junction allait être le point de départ et de retour permanent en fait du film. Ce qui fait que par exemple le titre du film, alors, donc c'est Michael Cimino, Un mirage américain, mais j'ai beaucoup hésité à ce que le nom de Michael Cimino soit dans le titre.
Et au début, j'en voulais pas. Je voulais juste que le film s'appelle Un mirage américain. Mais des discussions avec le distributeur m'ont quand même convaincu qu'à un moment donné, il fallait un peu afficher la couleur. Et moi, parce qu'avec le monteur, et ça, je ne cessais de dire que c'était pas un film sur Michael Cimino. Je disais que c'est un film à partir de Michael Cimino, ce qui, pour moi, changeait tout. Parce que j'avais fait un film sur Michael Cimino, donc s'il avait été le début, enfin l'alpha et l'oméga du film, ça m'intéressait pas beaucoup. J'avais déjà écrit un livre sur lui, etc. Par contre, parler disons, d'une certaine Amérique ou d'un rapport à l'Amérique qui a été, que j'ai compris grâce au film de Michael Cimino, et presque plus antérieurement par les films de Ford, ça m'intéressait. C'est-à-dire que si l'horizon c'était Michael Cimino, en fait, ça m'intéressait pas beaucoup. Et donc, d'où le fait que le titre est à la fois vrai et faux. D'ailleurs, le titre Un mirage américain apparaît avant le nom de Michael Cimino. Et donc voilà, dans les quelques trucs que je m'étais dit, il y aura la construction comme ça en deux parties, la très très longue première partie de Mingo Junction. En fait, j'avais presque envie, évidemment un rêve qui ne s'accomplit jamais, mais que les gens oublient que Michael Cimino doit arriver. Que ça devient, c'est plus le sujet du film. C'était ça l'idée quand même. Et puis après, j'avais la voix off, moi, de Michael Cimino, donc je savais qu'elle allait être une voix de fantôme, c'est la voix d'un mort. On prend la route, il est à la place du mort, comme on dit. Et j'avais très envie que ça soit un fantôme qui nous parle, et qu'il y ait par exemple qu'une seule image d'archive dans le film, qui est le moment de la bascule quand il reçoit les Oscars, qui est le pic de sa carrière et qui est en même temps le début de sa chute. Puisqu'il se retrouve à partir juste après dans le Montana pour tourner Heaven's Gate. Et j'avouerais qu'il y a une seule image d'archive, et qu'en fait on s'approche de lui, et puis en s'approchant de cette image-là, elle devient floue. En fait, le type est absolument insaisissable. Et à la fois on veut pas le saisir, et puis c'est pas le sujet du film, et on part dans autre chose. Et c'est intéressant parce que quand la question des images d'archives, elle me permettait aussi de pas centrer le film autour de la figure, mais presque corporelle de Michael Cimino. Je sais pas si vous avez vu des photos de Michael Cimino entre, disons, milieu des années 70 ou fin des années 70 et puis la fin des années 90, début 2000. Il a physiquement considérablement changé. Et voilà, vraiment, on a presque l'impression que c'est plus tout le même personnage à tout point de vue, quoi. Et je me suis dit que moi, ce qui m'intéressait, c'était la voix de Michael Cimino. Puis je pense qu'une voix est toujours 10 fois plus présente à l'image qu'une image elle-même. Donc je me suis dit la meilleure façon qu'en fait qui nous accompagne, c'est pas de le montrer, c'est de le faire entendre. Et surtout que j'avais peur qu'en mettant d'autres archives de Cimino, que sa transformation physique, en fait, elle fasse écran au film lui-même. C'est-à-dire que les gens se seraient dit mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il a ce physique, cette tête, je sais pas moi, en 95 et puis en 2005 ou autre. Et j'ai vu, pour en avoir souvent parlé avec des gens, y compris avec des producteurs d'Arte, combien cette question était sensible. Eux, à l'époque, auraient plutôt aimé que j'aborde la question physique de Michael Cimino. Et moi, je lui dis que je n'avais pas envie de faire un film tabloïd. Donc ça m'intéressait pas du tout, et non seulement ça m'intéressait pas, mais on m'aurait contraint de le faire, je ne faisais pas le film. Donc la question de la disparition de l'image d'archive, pour moi, était vraiment importante. Donc voilà, c'est quelques petites choses que j'avais comme ça en tête, et puis les lieux, voilà. L'autre chose qui moi m'apportait beaucoup, c'est retourner sur les lieux. Vous savez, même quand il y a rien. Vous savez, dans Shoah de Lanzmann, je sais pas si vous avez tous vu Shoah de Lanzmann, il y a ce moment où on va comme ça mettre d'anciens des camps, ils reviennent à l'endroit, il n'y a plus rien. Objectivement, il n'y a plus rien. Et pour les gens qui reviennent, il y a encore déjà tout qui est là. Et moi, je crois énormément à ça. Et puis, je crois beaucoup ça dans l'espace américain, que j'ai, pour des raisons personnelles, beaucoup arpenté. Et je crois vraiment à la puissance des lieux vers lesquels on revient. Quand bien même les gens de Mingo Junction nous disent « Ah, on aimerait vous montrer des trucs, mais tout a été détruit. » Alors ça raconte plein de choses du rapport à la mémoire, évidemment, pas savoir chérir ce qui est important, on a détruit comme ça des endroits, mais c'est pas grave. Que la caméra, quand vous arrivez dans ces lieux-là, moi quand j'ai débarqué la première fois dans la ville de Mingo Junction, indépendamment de la fresque, de Deer Hunter et tout ça, je savais que le film avait été tourné là. Et la caméra, elle le sent immédiatement. Que c'est pas, et donc ça change tout dans votre rapport aux espaces, aux rues, y compris à ce qui a disparu. Après, il faut croire aussi un peu au rapport un peu magique qu'on a à des endroits. Et moi, je pense qu'on sent ça. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai senti. Et dès lors qu'on sent, la caméra, elle peut le choper. Si vous le sentez pas, il se passera jamais rien. Et moi, j'ai cette croyance toujours. Moi, c'est un truc de pèlerinage. Ça m'arrive très très souvent aux États-Unis quand j'y vais pour le travail ou pour autre chose. Je passe toujours à un moment donné par des lieux
que je connais ou que je vais découvrir, de films que j'ai aimés ou qui ont compté pour moi. Et même quand c'est lieu, il n'y a plus que de la broussaille, quand il n'y a plus rien. Mais le lieu, il garde la mémoire de quelque chose qui s'est passé là. Mais c'est vrai d'un film, c'est vrai d'un événement, c'est vrai d'une guerre, de n'importe quoi. Et le film était aussi beaucoup construit en fait autour de cette idée. Avant de céder la parole au public, revenir aussi sur l'émotion que dégage le film dans ce que disent les protagonistes que tu as rencontrés. Et il y a c'est dans ton livre une citation de Cimino qui dit: faire un film, enfin utiliser une caméra c'est bien, mais le plus important au cinéma ce sont les gens qu'on filme en fait. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la rencontre avec les protagonistes et la recherche d'émotions à travers ce qu'ils t'ont dit? Oui, enfin, c'était même pas une recherche d'émotion, c'est qu'au début, je me dis, quand je vais faire ce film-là, je me dis, voilà, Cimino, mais comme d'autres, hein, ou d'autres cinéastes, ou ça peut être des écrivains, peu importe, quand on a un certain rapport au cinéma ou à des œuvres d'art, c'est pas des moments que de divertissement. C'est-à-dire que c'est des gens, c'est des œuvres qui ont changé votre vie. Voilà. C'est important, ça. C'est-à-dire que, voilà, là, pour le coup, j'appartiens à cette espèce voilà, pour dire, d'école de gens pour lesquels le cinéma, c'est très important. Voilà. C'est pas, on va voir un film, on discute, j'aime pas, on passe à autre chose. Non, le cinéma, moi, ça m'a appris. Voilà. Mais c'est ce que disait déjà Truffaut, Serge Danet, etc., etc. Donc voilà, ça c'est déjà la chose. Donc qu'est-ce que j'ai appris de Michael Cimino? En fait, c'est ça qui m'intéressait dans le film. C'est pas il était comment Michael Cimino, il a fait ce film en telle date, telle année, ça a marché, pas marché. Enfin, de faire un doc d'histoire du cinéma un peu plus académique, il y en a qui le feront très très bien, mais c'était pas mon truc. Et par contre, je me suis dit quelle est finalement c'est quoi la leçon de Cimino, qu'est-ce qui m'a appris, et c'est ça que j'ai envie de filmer en réalité. Et ce que vous dites sur et pour filmer, c'est ce qu'il répète d'ailleurs, hein, pour filmer, faut aimer les gens. Et d'ailleurs, Tout voyage au bout de l'enfer n'est qu'un film qui déploie cette idée-là. Pendant 1 heure, les gens se disent pas, mais ça arrive quand le Vietnam? Hein, et quand ça arrive, c'est évidemment extraordinaire, génial, et ça marche d'autant plus que, comme le dit Tarantino et le dit Cimino, on a oublié quand ça allait arriver et qu'on s'est mis à avoir de l'empathie, s'identifier à ces gens-là. Donc ça, c'est pas la guerre du Vietnam et qui tue des gens, c'est la guerre du Vietnam qui arrive et qui massacre la vie de ces gens auxquels on s'est identifié. Donc moi j'avais besoin de cette longue première partie pour en fait retrouver cette forme de mouvement-là, en me disant il faut que les gens, ça marche ou ça marche pas, hein, mais il fallait que je fasse exister cette communauté-là pour elle-même, pas parce que elle a été dans un film de Michael Cimino. Alors vous étiez là, second couteau, boum boum, les figurants. Ouais, moi ça m'intéresse pas beaucoup. Par contre, ces gens-là, si on est chiminien pour le coup, eh ben on va les voir pour ce qu'ils sont. Ils nous racontent leur vie, voilà ce qu'ils ont été pendant 40 ans, avec leur langue à eux, etc., etc., etc. Et c'est comme ça que, alors que le nom de Michael Cimino n'arrive pas, qu'on ne parle en fait que de Michael Cimino. Moi, c'est ce paradoxe qui m'intéressait, c'est, je dirais presque, que le film parle beaucoup plus de Michael Cimino quand on ne prononce pas son nom que quand on parle de Michael Cimino. En fait, c'était ça qui moi m'intéressait vraiment. Et donc, j'avais envie que on s'attache à ces gens-là, ou pas d'ailleurs, hein, que ce soit Aurine, le type qui s'occupait des bagnoles, Jim, enfin toute la bande, quoi. Et donc de faire exister cette communauté-là, presque indépendamment du cinéma. Et puis un jour, on se rend compte que cette communauté-là, on va pouvoir. Elle a été dans un film. Elle a une autre encore histoire qui est celle de Michael Cimino, qui lui-même en fait a fait ce même geste 40 ans auparavant avec cette communauté-là. Et Cimino le disait, mais c'est vrai de beaucoup de cinéastes quand même. Si vous allez chercher les gens, si je vais voir Jim Freding ou d'autres comme ça, parce qu'on n'est pas arrivé dans cette petite ville comme avec des stars en se disant bon, dans 1 heure on tourne. Ça n'a aucun sens. C'est des gens qui à peu près jamais de caméra, donc il faut passer. Quand on va voir Stone, Tarantino, bon, ils sont habitués à être filmés, mais même leur façon de parler, etc. Donc tout va très vite. Bon, mais avec eux, c'était pas pareil. C'est-à-dire que petit 1, il faut passer du temps avec eux, leur expliquer le projet, ce qu'on veut faire. 2, il faut arriver à dépasser leur réticence de départ. Moi, beaucoup au début m'ont dit, je pense notamment à Cathy, la fille avec son espèce de sweatshirt rouge là. Qui a ultra attendu avant que je puisse la filmer, mais elle me disait toujours, Jean-Baptiste, il s'appelait JB parce que Jean-Baptiste c'est trop compliqué, mais JB, mais moi j'ai rien d'intéressant à dire. Ça c'était un des grands leitmotifs de tous ces gens-là. Nous, en gros, mais notre parole, elle a aucun intérêt.
Et je trouvais ça d'autant plus passionnant que, en réalité, moi, ce qui m'intéresse le plus, dans le fond, hein, c'est la parole de ces gens qui ont rien à dire, plutôt que celle qui peut être comme ça intéressante, plus brillante, rutilante, d'autres gens beaucoup plus connus. Et donc ils avaient intériorisé aussi, ça me racontait beaucoup de choses, une espèce de complexe en fait de classe, quoi. C'est-à-dire que nous, on n'a rien à dire. Et je trouvais qu'aujourd'hui c'était intéressant parce que il y a tellement de gens, enfin vous le savez comme moi, qui n'ont rien à dire et qui prennent la parole. De se dire que des gens qui ont des trucs à dire et qui n'osent pas l'apprendre, ça m'intéresse. Donc, je me dis, ces gens-là, il y a quelque chose, quoi. Et donc, il a fallu passer du temps avec eux, tout simplement, et pour se faire accepter. Et puis, il a fallu commencer à les comprendre et puis un peu les aimer, ces gens-là. Si je vais juste aller leur voler 1 heure d'entretien et puis bye bye, on prend les voitures et tout le monde s'en va, il se passe strictement rien. Donc, il a fallu vivre avec cette communauté, mais comme en fait Cimino l'avait fait il y a 40 ans. Hein, c'était un peu ça l'idée. Et là, j'avais le sentiment que ces gens-là, pendant 30-35 minutes, ils me parlaient de ce qu'avait de la puissance du cinéma de Michael Cimino. Parce que quand on a vu Voyage au bout de l'enfer, qui est là, le truc, pour moi, le coup de génie de ce film, c'est comment est-ce que Cimino arrivait, parce que c'est gentil de dire qu'il arrive, mais comment ça marche, quoi. Il arrivait à combiner d'un côté un effet d'une grande fresque, pour faire court, viscontienne, grand amateur du guépard, voilà, c'est du Visconti, et qu'en même temps on a le sentiment de voir un film de famille, un home movie. Voilà. Ça, c'est le coup de génie de Michael Cimino, qui existe assez peu au cinéma en réalité. Arriver à combiner le sentiment d'un film de famille et d'une fresque viscontienne. Et je me suis dit, ouais, mais ça, il faut comprendre ce que ça veut dire. Parce que moi, j'en ai parlé avec lui, puis mais même, il suffit de regarder Voyage au bout de l'enfer pour comprendre, essayer de capter le secret de ce film-là, la magie de Voyage au bout de l'enfer. C'est pas uniquement parce que les acteurs sont géniaux, parce que le scénario, parce que tout ça, non. C'est parce qu'il arrive à combiner les deux, hein, à faire se percuter ou s'entremêler le home movie et le guépard de Visconti. Et je connais pas beaucoup d'autres exemples de films comme ça. Comme il arrive parfaitement à combiner la fiction et le documentaire, on va dire, pour atteindre cette vérité très forte. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que d'ailleurs, je peux dire, ça me fait penser à ce que vous dites sur la question du. J'avais une autre idée parce que parfois il y a des idées qu'on a avant de partir et qu'on laisse complètement tomber au contact du réel. Et puis il y a des moments, il y a une idée qu'on n'a pas et qui vient au moment où on est au contact du réel. Voilà. J'avais une idée au départ qui était, il y a un moment à cette communauté, à ces gens-là, je vais leur projeter Voyage au bout de l'enfer. Voilà. C'était très théorique. C'est-à-dire que voilà, j'étais à Paris, bon. Et comme on a fait quand même un road movie, on a quand même fait nos 45 000 bornes de côte ouest, côte est. J'ai eu le temps, avant d'arriver en Ohio, de réfléchir à l'idée. Je disais, bon, il faudra d'une façon ou d'une autre, à un moment, ces gens-là, je vais leur montrer Voyage au bout de l'enfer. Mais au début, je ne savais pas comment le faire. Donc, jusqu'à l'arrivée à Mingo Junction, je ne sais pas. Je sais juste qu'à un moment donné, je vais les mettre devant, comme vous, devant une projo de Deer Hunter. Et puis, en étant au contact de ces gens-là, voilà, je les rencontre, je vois le rapport qu'ils ont au cinéma, qui est quasi inexistant. Et puis je commence à m'enseigner, je lui dis il y a un cinéma dans le coin où je pourrais éventuellement projeter un film. Là évidemment ils me disent dans Mingo Junction il n'y a évidemment pas de cinéma, que le premier cinéma est à grosso modo 60-70 km c'est Pittsburgh, un peu plus loin 200 bornes c'est Cleveland. Et donc je me dis ok, donc ça voudrait dire que peut-être que tous ces gens de Mingo Junction, ou 15 ou 20 d'entre eux, je les prends dans un bus, je les mets dans un Greyhound, et puis on les amène à Pittsburgh dans une salle de cinéma. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens que vous avez vus là, ils sont tous, ils débarquent comme ici. Je veux dire, en plus dans un cinéma à Pittsburgh, donc ambiance popcorn, etc. Ils s'assient dans une salle de cinéma et je leur prends du Voyage au bout de l'enfer. Et c'est là que je me dis, mais si tu fais ça, c'est que t'as rien compris à ce que sont ces gens-là, à ce que t'es en train de faire. Ces gens-là te parlent de Voyage au bout de l'enfer, pas du tout comme moi. Ou comme un historien en cinéma, etc. Ils n'ont pas des mots savants, ils sont pas en train de dire « Oh, quel raccord, oh, le rapport à David Lean, c'est incroyable ». Non. Ils en parlent de façon plus puissante, en réalité. Ils parlent de leur vie en parlant de Voyage au bout de l'enfer. Et donc, je me dis, mais puisqu'ils prennent Voyage au bout, ils parlent parlant de Voyage au bout de l'enfer, ils parlent de leur vie. Ils me parlent donc de ce film qui, pour moi, est un espèce d'objet sacré de l'histoire du cinéma. Ils m'en parlent comme d'un film de famille. Voilà. Donc, si je suis pas complètement sourd à ce que je suis en train de vivre, je vais leur projeter ça comme un film de famille.
Et moi, ça m'a intéressé à ce moment-là. Donc pas de cinéma, évidemment. D'où l'idée de cette espèce de projection un peu artisanale, vous avez vu, sur le drap, qui dépasse dans tous les sens, etc. Mais je me suis dit, mais c'est exactement, je vais leur montrer Voyage au bout de l'enfer comme eux, ils le voient. Et effectivement, quand le film commence, je dis, qu'est-ce que tu faisais ce jour-là, clac, ils se reconnaissent, à la fin, ils trinquent, etc. Et en fait, il fallait trouver le bon écrin, tout simplement. Et c'est de leur projeter le film comme eux le voient et comme, au fond, ce qui explique la puissance du film. C'est ça qui est complètement étrange, c'est que Voyage au bout de l'enfer est un film monstrueux qu'on aura envie de passer en 4K au Max Linder, très bien, mais est-ce que son destination, en fait, qui est plus fidèle à ce qu'il est, c'est pas dans son salon avec un drap tiré? Voilà, moi j'y crois beaucoup à ça. Et d'ailleurs, je peux vous donner une anecdote là-dessus, c'est que j'avais contacté d'autres personnes qui auraient dû être dans le film. Pas beaucoup, mais quand même, parce qu'en fait, moi, je tenais vraiment à l'équilibre entre ce qu'on appelle les stars et puis les pas stars. Enfin bon, et il y en avait quand même trois à qui j'ai demandé, et deux qui ont refusé et un qui a dit oui, mais ça n'a pas pu se faire. Et ceux qui ont refusé, il y a eu Meryl Streep. Donc, je suis en contact avec Meryl Streep, je l'appelle, je lui explique ce que va être le projet, et elle m'explique, que, en fait, je comprends en fait, qu'elle ne parle à peu près jamais de Voyage au bout de l'enfer, Meryl Streep, très rarement, ce qui est surprenant par rapport à un peu De Niro, Walken, Savage, ou d'autres qui en ont parlé. Meryl Streep, je comprends pas ce blackout total. Et pareil, en fait, je comprends pas parce que j'ai pas réfléchi. Et elle me dit, oui, mais vous comprenez, moi, Voyage au bout de l'enfer, film génial, j'adorais Michael, etc., mais John Cazale. Et donc là, je me dis, pourquoi John Cazale? Et vous connaissez peut-être l'histoire. C'est qu'au moment où Michael Cimino tourne Voyage au bout de l'enfer, en fait, il va demander à John Cazale de jouer, donc, le rôle de Stan, celui qui oublie ses pompes, etc. Et John Cazale, à l'époque, est très malade. Il a une sorte de cancer terminal. Et ça sera d'ailleurs le dernier film de John Cazale, puisqu'il mourra avant d'avoir pu le voir à l'issue du montage. Donc, dernier film. Et à l'époque, John Cazale est en couple avec Meryl Streep. Et d'ailleurs, lorsque Cimino réfléchit aux différents acteurs possibles, donc John Cazale dit OK. Alors, après, je vous dirai la difficulté que ça a été d'avoir John Cazale quand même. Il y a De Niro, Walken, etc. Et en fait, Meryl Streep accepte finalement le rôle féminin, non pas parce qu'elle adore à l'origine le scénario, elle s'en fout un peu, mais parce que John Cazale va y aller. Et comme John Cazale va y aller, elle sait que c'est la dernière occasion pour elle de passer un peu de temps avec lui, parce qu'après ce sera fini. Et donc elle accepte le rôle du personnage féminin que va réétoffer Michael Cimino en se disant si Meryl Streep joue le rôle, ça vaut le coup de développer le rôle, mais elle y va pour ça, pour être à côté de John Cazale. Ce qui veut dire que quand elle me refuse la participation à Deer Hunter, que je respecte absolument, c'est parce que pour elle, Voyage au bout de l'enfer, c'est un film de famille. Quand elle regarde elle aussi Voyage au bout de l'enfer, elle regarde pas le grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Elle peut pas le voir, ce grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Elle sait qu'il est là, etc. Mais quand elle voit ça, c'est un film de famille d'elle et de John Cazale. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, je prends juste la parole 2 secondes. Une des 3 personnes qui n'ont pas pu participer au film, il y a Clint Eastwood. Je pense que c'est peut-être, je veux dire, quelque chose qui pourrait, on parle beaucoup des pères de Cimino à travers Ford, etc., à travers le film. Mais peut-être que la parole de quelqu'un comme Eastwood, qui était un peu son père, mais aussi son contemporain, en tout cas pendant une certaine période, aurait pu accentuer ton propos, en tout cas. Là, tu retournes le couteau dans la plaie. Je sais bien. Et non, et oui, parce que c'est en fait, Cimino, Eastwood était d'accord pour participer au film, donc pareil, on contacte, discute, et il a toujours eu beaucoup de respect pour Michael Cimino, Eastwood, et vice versa d'ailleurs. Or, Cimino avait le respect quand même très sélectif. Et voilà, je pense que vous l'entendez parfois un petit peu, et c'est un peu ce que dit James Toback. Il aimait bien se comparer avec de grands classiques américains, mais les gens de sa génération, parce qu'il avait quand même un orgueil démesuré, Michael Cimino. De toute façon, on fait pas les films qu'on fait. Bref. Et donc Eastwood était d'accord pour participer au film, et voilà, pour respect pour Michael Cimino, qu'il aimait beaucoup, et puis c'est vrai qu'on va rarement chercher Eastwood pour ça. Et donc tout ça, c'est en 2019. C'est quand le confinement? 20, je sais plus. Ouais. 20, c'est ça? Donc c'est début 2020. Et donc le problème, c'est que nous,
en fait, le tournage du film, c'est un tournage itinérant. C'est-à-dire qu'on a commencé à Los Angeles et qu'on savait, grosso modo, 2 mois plus tard, qu'il fallait qu'on soit à New York. Bon. Or, vous savez bien que quand on prend la route comme ça à plusieurs et qu'on a des rendez-vous, etc., une fois qu'on est parti, on est parti. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire, une fois qu'on est, je sais pas moi, dans le Colorado, moi, aller retour dans l'Oregon. Ça marche pas comme ça. Donc il faut 4-5 jours, c'est fini. Et donc Eastwood me dit, moi je veux bien participer au film, etc. Mais il était en pleine promotion de Cry Macho à ce moment-là. Il me dit, là, donc pendant le moment où vous êtes à Los Angeles, j'ai pas le temps de le faire. Mais il me dit, vous avez un accord de principe, voilà. Il me dit, donc je lui dis d'accord. Et donc l'idée, à ce moment-là, c'est que on termine le tournage, on rentre à Paris. Et je rappelle Eastwood, et puis il me dit maintenant, banco, je peux venir. Autrement dit, à ce moment-là, l'équipe, on repart 1 semaine à Los Angeles, voire même moins, et on tourne avec Eastwood et on rentre. On était prêt à faire l'aller-retour que pour aller voir Clint Eastwood. Et le problème, évidemment, c'est qu'on on rentre du tournage, 1 semaine après, c'est le confinement, en France. Et donc là, alors au début, moi je sais pas si vous ça a été comme ça, mais au début, moi bon ça va, 2-3 mois c'est fini. C'était un peu une espèce de grosse blague paranoïaque hystérique, mais bon on se disait une grosse grippe, ça va quand même pas paralyser les gens pendant 2 ans quoi. Et puis le temps passe, 3 mois, 4 mois, 5 mois, et là je sens que la planète Eastwood commence à s'éloigner, parce que on peut pas retourner aux États-Unis. Et puis à l'époque, enfin je sais pas si vous vous souvenez, mais retourner dans un pays étranger aux États-Unis ultra fermé, vaccin, c'était impossible, on pouvait même pas physiquement y aller. Et au début, moi je me dis on est au mois de mars, peut-être qu'avant l'été, puis finalement le temps passe et peut-être à la rentrée. Et arrive un moment où en fait il faut prendre la décision, c'est-à-dire on a quasiment fini le montage. Moi pendant tout le montage j'ai laissé 2-3 endroits vacants en me disant quand Eastwood va venir, c'est là qu'il va être. Et je me rends compte arrivé au mois de septembre que en fait il viendra pas. Pourquoi ? Parce que 1, le temps passe, le confinement est toujours là, et 2, que Eastwood a 91 ans, que moi je viens d'Europe, et même si le gouvernement américain lui dit ok, les frontières sont ouvertes, il va pas m'accueillir les bras ouverts pour des raisons strictement hygiéniques ou médicales, hein, attention sanitaire. Hein, et je me dis c'est mort. Donc voilà, ça a été le grand regret, ça a été ça, c'est que soit on attendait peut-être même encore 1 an, voire 1 an et demi pour qu'Eastwood soit d'accord. Puis Eastwood il a son âge quand même. Hein. Ou alors on faisait le deuil de ça. Donc ça fait que moi j'ai repris 2-3 petites choses du montage de Cimino parlant de Eastwood, parce qu'en fait Eastwood me permet, parce que tu parlais des pairs, c'était pour moi le pendant avec Tarantino. C'est que j'avais besoin de cette espèce comme ça d'équilibre entre le père de quelqu'un qui me dit qu'il n'a jamais eu de père vivant. Voilà. Il dit oui, j'ai eu Vidor, j'ai eu Ford, j'ai eu Visconti, mais moi je savais qu'il y avait Eastwood, et que Eastwood et donc c'est pour ça qu'on a un peu redéveloppé ce moment où Cimino parle quand même d'Eastwood pour que cette espèce de père encore vivant soit là à l'image. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, Eastwood n'est pas extraordinaire en entretien. Pour ceux qui ont déjà lu des entretiens parfois avec Eastwood, alors c'est mieux que De Niro, mais c'est pas démentiel. Et en fait, j'avais même pas besoin qu'il parle. Je lui ai pas dit à Eastwood, je lui ai dit viens vous voir, mais je m'en fous de ce que vous allez dire. J'avais même pas besoin qu'il parle. C'est-à-dire que moi l'idée du plan, c'était à un moment donné, c'était vraiment d'avoir une sorte de chaise vide assez longue, sur laquelle on aurait eu la voix de Michael Cimino, qui se serait mis à parler de Clint Eastwood, etc. Et au bout de 40 secondes ou 45 secondes d'image vide, il y a un homme qui rentre, c'est Clint Eastwood. Il s'assied et il nous regarde. Et on se rapproche de lui extrêmement doucement, très très lentement, dans le silence le plus total. Cut et c'est fini. J'avais même pas besoin qu'il dise quelque chose, Eastwood. On sait déjà tout d'Eastwood, on a tout dit, et c'est un mythe, c'est-à-dire qu'on va pas faire parler. Hein, le dieu descend pas de son Olympe. J'ai pas envie d'entendre parler Eastwood. Hein. C'est un peu comme Alain Delon, une autre de mes idoles. Et voilà. Et donc ça c'est un peu la même chose. Et donc, mais j'ai quand même le regret, non pas que Eastwood, ça se trouve il aurait dit des trucs géniaux, hein, attention. Mais j'ai le regret de pas avoir eu ce plan avec lui, en fait, tout simplement. Maintenant c'est trop tard, évidemment. Est-ce qu'il y a une première réaction dans la salle ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ce qui m'a surpris dans le documentaire, notamment, c'était dans l'intervention de Toback et d'Oliver Stone. C'était le côté que j'ai pas vu dans beaucoup de films consacrés à des cinéastes, très critique en fait qu'ils ont eu, vraiment au-delà de l'homme, du travail lui-même. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et je me suis demandé dans quelle mesure vous les aviez
un peu projeté dans ces directions-là à partir du moment où ils y sont allés, ou si vous avez été surpris vous-même qu'ils soient aussi critiques du travail filmique de Cimino. Merci de poser la question parce que c'était un des points importants pour moi du film. Et la réponse, elle est différente en fonction de Toback et de Stone. Quand vous allez voir des Américains pour faire un film documentaire, vous n'allez pas les voir en leur disant voilà, moi je fais un film à partir de Cimino, bon, on fait un film sur Michael Cimino, donc vous avez parlé de Michael Cimino, il me donne la matière, moi j'en fais ce que j'en veux derrière. Bon. Ils sont habitués, parce que culturellement c'est ça, et même en France maintenant ça le devient aussi, de faire de participer, quand on leur demande, à des documentaires hagiographiques. Ça veut dire, je vais parler de XY, le type était génial du matin au soir. Quand il posait son pied par terre, c'était dément. Je veux dire vraiment, quand il a casse plus de Nespresso dans la machine, inouï. On n'a jamais vu ça. Ça, je déteste ça. Et puis ayant comme un peu connu Michael Cimino, comme n'importe quel être humain parmi nous, on sait combien les gens sont la somme de choses contradictoires, à la fois admirables et détestables en même temps, quoi. Et donc, quand Oliver Stone, que j'avais déjà rencontré plusieurs fois auparavant, donc je l'appelle, je lui dis voilà, Cimino, il me dit ça me ferait très plaisir de participer à un truc sur Michael Cimino. Puis on commence à discuter et je lui raconte, on parle de cinéma, comment est-ce que je vois le cinéma de Michael Cimino. Et puis voilà, je lui déroule ma thèse sur Michael Cimino. Et lui, ça l'effraie un peu. Et il me dit bon, écoutez, moi j'ai pas totalement la même vision que vous de Michael Cimino. Et il me dit ça à la fois de façon désolée, mais en me préparant à l'idée qu'il va pas aller dans le film, puisque voilà, moi j'ai une vision de Michael Cimino qu'il ne partage pas. Lui, il est plus critique, il est plus mitigé, à la fois et sur la carrière de Michael Cimino, comment elle a évolué, et sur le personnage lui-même. Or, il a le sentiment que moi je suis une espèce de disciple énamouré qui adore tout. Parce qu'il pense que je fais le doc à l'américaine. Et donc, il comprend qu'il ne peut pas rentrer dans mon espèce de discours admiratif. Et je lui dis, mais Oliver, au contraire, ça m'intéresse beaucoup. Je veux dire, je ne suis pas là pour imposer. Pour moi, la Cimino, c'est la somme de tout ce que tout le monde va dire. Hein, et je pense dans le film que tout le monde a raison. Presque. Sauf une fois, mais je vous dirai après. Et mais enfin, de mon point de vue, hein. Mais tout le monde a raison. Donc il me dit non, mais je dis c'est pas possible. Moi, je suis à la fois j'aimais beaucoup Michael, mais quand même il y a des trucs et ça. Et puis bon. Et puis il dit non. Et puis alors je reviens à la charge, toujours stratégie du pitbull. Et puis un jour je suis à Los Angeles et je vais le voir à son bureau. Et je lui dis bon alors maintenant faut y aller quand même. Je veux dire je sais que vous adorez Michael Cimino, c'est pas grave, vous inquiétez pas machin. Et finalement il cède, il accepte. Et donc on a déjà eu la discussion avant de faire l'entretien. C'est-à-dire que ce qu'il va me dire, en grande partie, je sais les réserves. Donc je sais qu'il admire certains trucs de Michael Cimino, mais qu'il considère, grosso modo, c'est quoi ? Il considère qu'il est lui-même l'artisan de la tournure problématique de sa carrière. Voilà, parce que là, il faut bien comprendre, après je vous réponds sur Toback, mais faut bien comprendre quand même qu'il y a une histoire officielle, comme toujours, hein, mais là en l'occurrence sur Cimino, cette histoire officielle, grosso modo, que vous connaissez sans doute par cœur, c'est un type sorti de nulle part, grosso modo, en 74 arrive à convaincre la plus grande star d'Hollywood, qui est Eastwood. Il fait le canardeur. Il appartient à aucun courant, Cimino. Il n'est pas du nouvel Hollywood, il n'est pas du côté des films de la réaction, c'est pas un Nixonien, on sait pas d'où ce mec sort. Il fait le canardeur, succès plutôt d'estime, etc. 4 ans plus tard, il profite, je passe rapidement, de nouvelles restructurations des studios, d'un studio anglais qui veut investir de l'argent dans des soi-disant nouveaux auteurs américains, et qui s'appelle EMI, et on lui dit ok, pour Voyage au bout de l'enfer. Le film ne coûte pas très cher d'ailleurs à l'époque. C'est au même moment d'ailleurs que ce même studio EMI va chercher Alan Parker pour Midnight Express. Et donc il fait ce film-là. D'un seul coup, le Wonder Boy total. C'est ça la légende. 5 Oscars, incroyable. Son deuxième film, c'est un film avec De Niro. Enfin, en termes de trajectoire fulgurante dans l'histoire du cinéma, c'est rarissime. Tarantino sera un des rares. Hein, Reservoir Dogs, Pulp Fiction. Mais vous prenez l'histoire du cinéma américain, c'est rarissime. En deuxième film, il est au sommet d'Hollywood. Et en plus, ce moment absolument magnifique qui moi m'intéressait, c'est le moment où John Wayne qui lui remet évidemment l'Oscar. Ça, là, tout est là, quoi. Et
Et donc la légende, c'est à cause, enfin ou grâce à ce succès critique, public, critique mitigé. Faut quand même se rappeler qu'à l'époque, Voyage au bout de l'enfer, il y a aussi de très fortes attaques, notamment de tout le clan Jane Fonda. Voilà, vous connaissez sans doute les histoires, mais Voyage au bout de l'enfer a des Oscars, a un succès public énorme, mais la critique est très divisée. Il se fait traiter, comme il le dit d'ailleurs, d'emblée de raciste, etc. Et ça quittera jamais. Et puis, comme il a eu un énorme succès, Michael Cimino, à ce moment-là, carte blanche, l'éternelle même chose, quoi. Et la carte blanche, c'est Heaven's Gate. Et donc, il va faire le film qui va provoquer sa chute. Le film, vous connaissez la légende de Heaven's Gate. Donc voilà, ce film va sortir, une catastrophe qui a coûté 40 millions de dollars, en rapporte 1,5. Bon bref, donc purgatoire pour Michael Cimino. Et ensuite, il va tenter de revenir à l'œil du dragon, etc. Mais il retrouvera jamais. En fait, ça, on peut dire que sa persona a été tellement abîmée avec Heaven's Gate que jamais il retrouvera les faveurs des studios, du public, des producteurs, etc. Donc, l'histoire officielle, c'est que, grosso modo, le studio, concernant Heaven's Gate, en fait, a provoqué la chute d'un génie. C'était ce que me disait Johan Carelli, on a Picasso, on lui a lié les mains. Voilà. Et donc, l'échec de Heaven's Gate explique toute la seconde partie de carrière de Michael Cimino. Ça, c'est la version officielle, qui, de mon point de vue, et je pense du point de vue de Stone et du point de vue de Toback, n'est vraie qu'en toute petite partie. Ça c'est un peu la légende qu'on se raconte. La vérité, c'est pas exactement ça. La vérité, et c'est pour ça que ça m'intéressait que Stone et Toback portent cette voix aussi, c'est que lorsqu'il fait Heaven's Gate, le film lui-même, peut-être que l'échec de Heaven's Gate, c'est pas uniquement la faute du studio ou d'un public débile qui s'apprête à aller voir les films des années 80. Peut-être qu'il y a aussi dans le film lui-même, et pourtant je tiens Heaven's Gate pour un très grand film, mais peut-être qu'il y a dans le film lui-même des raisons objectives et artistiques qui expliquent l'échec du film lui-même, qui est un tabou total par rapport à la version officielle. Heaven's Gate, qu'on l'a redécouvert il y a quelques années, la plupart des gens disaient, mais comment le public, en 81, n'a pas pu voir un si grand film? C'est une mauvaise question, ça. Non, ça veut rien dire. Le public n'était pas plus débile en 81 qu'aujourd'hui. J'ai même tendance à penser le contraire. La question n'est pas là. La question, c'est que peut-être, et j'aime ce que raconte Toback, lorsqu'il dit, il faudrait que je m'assieds avec vous, de façon très amicale, pragmatique, la plus objective possible, en disant, et j'aime beaucoup ce qu'il raconte sur Heaven's Gate. Si vous écoutez ce que dit Toback en disant, là il parle en scénariste, quand il dit un scénariste, on sait très très bien que chaque séquence doit faire avancer et le récit et la psychologie des personnages. Voilà, c'est ça les grands films. C'est des films qui, on croit qu'on voit une séquence d'action et en même temps la psychologie des personnages est développée. On croit qu'on voit une séquence psychologique et le récit avance en même temps. Et il a tout à fait raison de ce point de vue-là. Et ce qu'il dit sur Heaven's Gate, c'est que le film a un problème d'arythmie. C'est que d'où le fait que Cimino mettra un temps fou à trouver la bonne durée du film. Parce que les séquences ne jouent pas sur les mêmes registres. Il y a des moments où le récit s'arrête, alors on dirait de façon négative, sensable, s'immobilise, et puis la psychologie des personnages se développe, etc. Et tout ça s'arrête, et puis on a des séquences, etc. Et c'est ce que raconte Toback. Et j'aime cette idée que peut-être que Heaven's Gate, en fait, comporte en lui-même les raisons de son échec. Il y en a plein d'autres, et tout ce qu'on a dit est aussi vrai. Mais ça, c'est un point important. Et l'autre point que j'avais envie que ce soit entendu, en fait, en réalité, parce que je suis pas convaincu qu'un film comme Heaven's Gate, nouveau, aujourd'hui, qui s'appellerait Heaven's Gate, sortirait. Je suis pas convaincu qu'il aurait pas le même sort qu'en 81. Vous voyez, là c'est différent, ça ressort, la cinéphilie, le travail de remémoration, etc. Donc grand film. Oui, mais bon, c'est toujours facile rétrospectivement. Mais est-ce que si Heaven's Gate sort aujourd'hui, il fait le même carton? Non. Et l'autre raison, c'est Stone. Et moi j'aimais ça, et la théorie de Stone, grosso modo, c'est que l'intransigeance de Cimino, son espèce de rigidité, etc., son goût de la démesure, font qu'il a été lui-même l'artisan de sa fin, en réalité. Alors là où je suis pas d'accord, c'est quand il dit Cimino n'avait pas besoin d'avoir des grands mouvements de grue à la Léon. Moi je lui ai dit, c'est pas vrai. Cimino avait besoin d'un mouvement de grue à la Léon, mais il avait aussi besoin du home movie, justement. S'il n'y a pas les deux, il n'y a pas de Cimino. Mais ça, il ne voulait pas entendre. Bon, peu importe. Mais il le dit, j'avais envie que ça soit entendu. Et donc, la version, à côté de la version officielle sur la carrière de Cimino, il me semble, c'est que quand vous regardez sa carrière très concrètement, après Heaven's Gate, pendant 3-4 ans, c'est vraiment purgatoire. Objectivement. C'est-à-dire que voilà, il signe des trucs en sous-main, plus personne ne veut produire ce type qui, autre légende, a produit la chute de la Yue, alors qu'on sait que plein de films ne marchaient pas auparavant, qu'il a payé pour d'autres. Pareil, c'est une légende, mais
Voilà, c'est le côté Liberty Valance. On préfère se dire que Cimino a provoqué la chute de la UA avec Heaven's Gate. C'est pas vrai, mais c'est la légende. Et 4 ans de purgatoire, mais c'est un Américain. Aux États-Unis, c'est que après le Heaven's Gate, après ces 4 ans-là, il y a Dino Laurentiis, le fameux producteur italien. Quand même, on va de la Strada à King Kong, hein, Dino Laurentiis. Hein. C'est pas rien. À vous de faire le lien. J'en ai aucun. Hein, c'est juste parce qu'il a produit. Et donc, il va le chercher pour produire La Nuit du Dragon. Donc, scénario d'Oliver Stone, etc. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, ou certains d'entre vous étaient à l'époque, avaient l'âge d'aller voir le film en salle. Lorsque le film sort, toujours volé de bois vert d'une partie de la critique, évidemment, mais le film est un succès public. Et quand vous revoyez La Nuit du Dragon aujourd'hui, évidemment, c'est un film qui est un peu en deçà de l'ampleur d'Heaven's Gate ou Deer Hunter. C'est que Dino Laurentiis, son vrai producteur italien, lui dit oui, mais bon, hein, pas complètement. Mais c'est un film prodigieux, La Nuit du Dragon. C'est un film prodigieux. Autrement dit, en 84-85, Cimino, il a retrouvé la pleine possession de ses moyens. Ouais. Donc c'est pas du tout Heaven's Gate qui l'a brisé. Il est reparti comme en 40 au moment de La Nuit du Dragon. Hein. Et moi, ma théorie, c'est que le film qui va faire chuter Michael Cimino, c'est pas le film qui va faire chuter, c'est le film qui montre que le mojo est parti. Et ça, c'est le cas de plein de cinéastes, et on n'y peut rien. C'est Le Sicilien, en 87. En 87, vous avez tous vu Le Sicilien parmi vous? Qui l'a pas vu? Ah, non mais je parle comme ça. Si... Non, Le Sicilien, c'est une espèce de nouvelle relecture de l'histoire de Salvatore Giuliano, qui avait donné l'occasion d'un chef-d'œuvre de Francesco Rosi en 62. Et bref, il tourne Le Sicilien. Donc, a priori, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avant de venir, Le Sicilien, c'est le film où tous les voyants sont au vert pour qu'un grand film de Michael Cimino advienne. Tout est là. La Sicile, le rapport à la Sicile, l'Europe, la jeunesse, le mélange avec l'histoire et la maison personnelle, le paysage, la musique, tout est là. Les grandes scènes grandioses, le fameux massacre de la Porta della Fene, enfin bref, les grands moments de Salvatore Giuliano. Et quand vous regardez le film, vous vous rendez compte que c'est comme Canada Dry, c'est-à-dire que ça ressemble à du Cimino, mais c'est pas complètement abouti. Et pourtant, tout était là pour que ce soit un grand film façon Deer Hunter ou surtout Heaven's Gate. Et évidemment, il y a plusieurs problèmes dans Le Sicilien. Alors, il y a je pense que Cimino a perdu un truc. Et ça, c'est le secret des artistes. C'est parfois le drame. Hein. Il y a beaucoup d'artistes qui ont un âge d'or et puis à la fin, c'est fini. Ils continuent à faire des films, mais c'est l'ombre d'eux-mêmes. C'est vrai parmi les auteurs, c'est le cas. Et là, Cimino en 87, ça s'arrête. Et l'autre explication, c'est évidemment le cas Christophe Lambert, que j'ai pas mis dans le film parce que Cimino m'avait dit des trucs un peu violents, enfin pas violents méchants, mais un peu violents quand même, parce que vous comprenez bien que moi j'ai passé du temps avec lui et il y avait des sujets que je gardais un peu en réserve. Voilà, c'est pas compliqué de dire à quelqu'un au bout de 4 jours à dire Hunter plus grand film du monde. Ah bon, vous trouvez? Oui, c'est vraiment bon. Par contre, de dire à cette personne-là qui est Michael Cimino, qui a l'ego, l'orgueil qu'il a à dire Le Sicilien, ça va pas. Ça, c'est plus compliqué. Donc, j'ai attendu. Et à un moment donné, je mets Le Sicilien sur le tapis. Et je lui parle de ça. Et donc, il comprend très très bien, parce qu'évidemment, je sais très mal mentir, que c'est passionnant. Mais quand on commence à dire c'est passionnant, là, ça c'est... Bon, hein. Et donc, il a compris, il me dit oui. Il me dit, je vais vous raconter quelque chose. Et il me raconte cette anecdote, parce qu'il n'aimait pas du tout le film de Francesco Rosi. C'était d'un point de vue psychanalytique très compréhensible. On n'a pas le chef-d'œuvre qu'on n'a pas réussi à égaler, quoi. Mais il me dit un truc, il me dit bon, parce que je sais pas si vous le savez, mais il me dit à l'origine, voilà, Sicilien, celui qui devait jouer le rôle de Salvatore Giuliano, c'était Daniel Day-Lewis, et qui a été pris sur d'autres choses. Le montage financier du film a été retardé, donc Daniel Day-Lewis est parti sur un autre film, je ne sais plus lequel c'était. Bref, il était plus libre. Et donc, on est en 86, et donc il a besoin de Cimino, même en termes de ses producteurs, en termes de financement, de trouver une espèce de jeune acteur qui est un peu comme ça à la mode, qui est un peu dans l'air du temps. Ils font les bilans, etc. Et on tombe sur Christophe Lambert, qui sort de Greystoke à ce moment-là. Et Cimino rencontre Christophe Lambert. Et moi, j'ai rencontré plusieurs fois Christophe Lambert. C'est un type ultra gentil. Comme quoi, hein, le talent et la gentillesse, vraiment ultra gentil. Et je lui avais dit d'ailleurs que voilà, qu'à un moment donné, même lui dans sa carrière, Christophe Lambert, on sent qu'à un moment donné, il a plié boutique. Il a fait des films plutôt ambitieux, même intéressants. Puis un jour, il s'arrête complètement. Et donc il a Lambert, il le rencontre, ça se passe bien, il trouve le type très sympa, ce qu'il est, etc., etc. Or,
tout le problème du Sicilien, contrairement à Salvatore Giuliano, c'est que Giuliano, dans le film de Cimino, est de tous les plans du film pendant 2h20. Alors que dans Francesco Rosi, c'est 2 photos. Et dans tous les plans. Et Cimino me dit, j'arrive sur le tournage, donc voilà, première séquence, etc. Une scène avec Giuliano, avec Lambert, de toute façon il était partout. Et il me dit, je mets l'œil à l'œilleton, je tombe sur le visage de Christophe Lambert, il me dit, là je sais que c'est mort. Et donc, on n'a même pas eu à développer. C'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, j'allais pas lui dire, alors non, oui, c'est mort, mais en plus, il y a d'autres problèmes. J'allais pas lui mettre la double dose. Donc, il y avait d'autres problèmes, effectivement, plein de choses qui fonctionnaient de façon imparfaite. Donc, tout ça pour dire, grosso modo, ça nous rappelle toujours combien la question du casting est capitale. Parce que Cimino, c'est quand même quelqu'un qui a eu Eastwood, De Niro, John Cazale. Attention, ça compte, mine de rien. Et Mickey Rourke, enfin, de très grands acteurs, quoi. Et donc, par rapport à l'histoire officielle, si vous voulez, je pense que la fin de carrière ou la chute de Michael Cimino, c'est le Sicilien qui marque l'avant et l'après, et pas du tout Heaven's Gate. Heaven's Gate, c'est un gigantesque accident de parcours, mais dont il s'est remis, quand plein d'autres cinéastes, je sais pas, quand Léo McCarey tourne Place aux Jeunes, et Échec énorme en 37, l'année d'après, il fait Cette sacrée vérité. C'est reparti, c'est oublié. Bon, c'est pareil avec Heaven's Gate. Non, ce qui va faire, à mon avis, marquer un avant, un après dans la carrière de Michael Cimino, c'est vraiment le Sicilien. Et d'ailleurs, après, et j'ai beaucoup d'affection pour Sunchaser, qui est un remake, en fait, un peu caché du Canardeur, mais le truc est parti, en fait, en réalité, à mon avis. Donc, tout ça pour dire que ça m'intéressait que toutes ces voix, en fait, contradictoire, pas forcément agéographique, parce que la question c'est pas de dire j'aime ou j'aime pas Michael Cimino, c'est d'essayer de saisir et d'ailleurs de ne pas saisir la complexité du bonhomme qui avait ces différents aspects-là, et ça m'intéressait que Stone dise ça, ce que je viens de vous dire, et que Toback dise peut-être que dans Heaven's Gate, film formidable, impressionnant, mais pour un certain public à un moment donné, peut-être que ça ne marche pas. Ce qui n'est pas le cas du tout de Deer Hunter. Donc, il ne s'agissait pas d'abîmer ou de... Non, c'est pas ça le problème. C'est que je pense que Cimino sort plutôt grandi de tout ça. Mais encore une fois, c'est plus l'Amérique de Cimino qui m'intéressait que le personnage lui-même, quoi. Alors peut-être une dernière question, et ce sera la dernière parce que j'aime beaucoup ça chez toi, Jean-Baptiste, mais tu as une capacité à dévorer le temps qui est hallucinante. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut dire encore quelque chose. Oui, monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous avez montré le film aux gens qu'on voit dans votre film ? Oui, absolument. Écoutez, j'y suis allé, on est quoi là ? On est en juin. J'y suis allé au mois de mars, en fait. Et parce que je devais aller aux États-Unis pour un autre projet, pour autre chose. Et donc j'ai fait un détour par Pittsburgh, parce que c'est là qu'on atterrit quand on va aller chez eux. Et donc voilà, je les ai prévenus 15 jours avant, parce que je leur avais dit 2 ans auparavant, quand j'avais quitté l'endroit pour le tournage, j'aurais dit, écoutez, un jour, je reviendrai vous montrer le film. Mais je pense que des phrases comme ça, ils en entendent toute la journée, quoi. Donc, ils croyaient pas un quart de seconde que j'allais revenir dans leur bled. Parce que Mingo Junction, faut vouloir y aller, hein. Non, mais je veux dire par là, il y a plein de villes aux États-Unis, je sais pas, Los Angeles, Boston, Philadelphie, Las Vegas, on y va sans aucun problème. Mingo Junction, faut se dire à un moment donné, on a envie d'y aller parce que c'est quand même compliqué, les avions, la route, etc., etc. Et puis c'est pas un endroit, comme vous l'avez vu, c'est une partie un peu ghost town et une partie encore vivante. Et donc, ils ont été absolument adorables. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été, comme me semble-t-il, ils sont dans le film. C'est-à-dire que je les ai prévenus 15 jours avant, et là, je suis resté 4 jours avec eux pour leur montrer le film, leur faire une projo dans une espèce de hall un peu plus grand que ça. Et donc, je pense, voilà, ils ont été évidemment émus. Ça m'intéressait beaucoup d'avoir leur réaction. Enfin, indépendamment du fait qu'ils se regardent à l'écran, mais de voir comment ils allaient réagir. En fait, eux pris dans un mouvement général autour de Cimino, qui connaissait pas ce bonhomme en réalité. Et voilà, leur réaction m'a beaucoup importé en fait en réalité. Et donc voilà, j'y suis allé comme ça les voir. Et ça a été un moment assez formidable, en fait, parce que c'est pas si fréquemment qu'on peut comme ça aller remontrer des films à des gens qu'on a filmés. Hein. Et donc voilà, j'y étais au début du mois de mars, quoi. Et le temps était aussi glacial que pendant le tournage. J'ai encore une petite question qui est liée à la première question. On voit que maintenant des éditeurs comme Carlotta ressortent beaucoup de Cimino dans des éditions magnifiques. Donc vous êtes français aussi, ça vient du même pays. On a vu l'opinion d'Oliver Stone et de Tarantino. Est-ce que l'image de Cimino a un peu changé aux États-Unis récemment ?
Mais non, enfin oui et non, parce qu'en fait les États-Unis, c'est compliqué. Les États-Unis, quand vous dites les États-Unis, vous voyez, quand vous allez là, aux États-Unis, il y a de moins en moins de cinéma, il y a des zones entières où il y a plus de cinéma. En fait, en réalité, c'est maintenant plus que des lecteurs, enfin c'est même plus des lecteurs, c'est du streaming ou autre. Donc quand on parle des États-Unis, si on parle de la cinéphilie américaine dans quelques grands pôles urbains, oui. New York, évidemment. Mais aux États-Unis, c'est New York, Austin, Los Angeles, Philadelphie, Boston, Chicago. C'est quelques spots comme ça. Donc c'est un peu comme en France, le petit milieu cinéphile qui communique plus du tout avec la grande masse qui va voir les Marvel. C'est un peu ça, quoi. Donc oui, de leur point de vue à eux, sur l'image de Cimino a évolué, mais ça fait déjà quand même longtemps. Vous avez entendu les critiques que j'ai remises en off de l'époque de Heaven's Gate, hein. Voilà, qui pour moi était un moment quand même important du film, parce que je voulais pas. D'ailleurs, j'avais énervé Tarantino très volontairement là-dessus, parce que quand je vais le voir, re-raconter l'histoire de Heaven's Gate, ça me fait déjà dormir. Et donc, je savais, pour en parler, avoir plusieurs fois parlé avec lui, que ça l'intéressait pas non plus du tout, qu'il voulait parler de Cimino, les films, et que tout le côté scandaleux, en fait, l'intéressait pas, quoi. Et donc, je me suis dit. Je vais pas le dire, moi, j'ai pas de voix off dans le film. Et je savais qu'on allait entendre les voix comme ça de ces gens qui disent des trucs abominables. Je sais pas si vous avez écouté ce qu'ils racontent. Je veux dire, c'est pas ces gens-là, hein, ça serait pareil aujourd'hui. Hein. Il y en a une qui dit, j'ai jamais vu un film aussi mauvais. Il y a rien dans ce film. C'est critique de cinéma. Intéressant. Même mon chien a plus d'œil, quoi. Mais c'est pas grave, parce que c'est la réalité, c'est comme ça. Et je me suis dit, depuis Paris, alors c'est. Pour répondre à une question qu'on posait tout à l'heure sur la question, ce que tu posais sur la question des espaces et du paysage, c'est que j'avais envie que ce soit entendu et que je savais que il y a un vent ou une bourrasque devait, en post-production ou dans la réalité, se lever pour balayer ça d'un revers de la main. Voilà ce que ça mérite. Ils disparaissent. Bon. Et donc, on tourne cette séquence-là, et c'est là que vous voyez quand même. Vous savez, quand Cimino dit, oui, mais il y a des moments, si vous aimez le paysage vous le rend. C'est ce qu'il raconte, vous savez, sur Voyage au bout de l'enfer, la brume qui tombe et qui réveille un matin De Niro, lui dit prends ton fusil, t'es pas réveillé, tu marches sur la crête, cherche pas à comprendre, je filme. Voilà. Cadeau de la nature. Et ça, c'est un truc très important qu'on peut filmer. Et donc là, on arrive sur ce lac-là, un des moments les pires du tournage, il faisait moins 25 degrés. Un truc de dingue. Et il fallait descendre à pied, risque des ours, parce qu'on est quand même en plein cœur du Montana. Et là, on commence à filmer, c'est ce qui est le plan les plus dur à filmer, et puis une tempête commence à se lever. Vrai cadeau de la nature à ce moment-là. Et on est là comme des chiens, parce qu'il faut tenir une caméra avec des pieds quand une tempête gelée vous arrive dans la face. J'ai autant vous dire que c'est quelque chose. Mais en même temps, c'est pas grave. Cette tempête, on l'a eue. Comme quoi, vous voyez, comme une sorte de cadeau presque un peu magique qu'on a espéré, plutôt que dans post-production, lui mettre du faux vent, ce que j'aurais aimé faire, mais là, on l'a eu directement. Et donc, le Tarantino, je savais que j'avais besoin de quelqu'un me dise, l'histoire d'Heaven's Gate, on s'en fout, c'est pas la mesure de ce nous aura appris Michael Cimino. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir que ça coûtait 1 million, 3 millions, qu'un tel est venu. Oui, c'est bien pour l'histoire du cinéma, mais on s'en moque. Et donc, Tarantino, on papote avant, et il me dit bon, l'histoire des Heaven's Gate, on va pas en parler. Je lui dis non, Quentin, moi ça m'intéresse pas du tout. Non, nous on est caméra, etc. Première question que je lui pose, alors Heaven's Gate, ça a brisé la carte de Michael Cimino? Et là il est énervé, et ça se voit. Il dit mais qu'est-ce que je peux pas parler de tout ça, moi? Je veux dire, on est autre chose. Et donc cet énervement m'a servi. J'avais besoin de l'énerver, parce qu'il s'énervait à ma place, d'une certaine manière. Et en s'énervant, il dit un truc que moi j'avais envie, qui devait être présent comme ça dans le film, c'est de dire c'est pas de ça dont on va parler, en fait. Après, je lui ai expliqué, puis il a bien compris, hein, mais... Ouais, Jean-Baptiste, peut-être, juste pour conclure, c'est revenir à une citation de votre documentaire We Bleed It, et en forme de... We Bleed It, pardon. Et une citation de Paul Schrader sur le cinéma qui dit aujourd'hui le cinéma c'est un peu comme la musique classique, c'est quelque chose de réservé pour les initiés. Vous, l'historien, cinéphile, passeur, est-ce que vous rejoignez l'avis de Paul Schrader? Comment voyez-vous justement la suite pour le cinéma? C'est une question qui est très c'est pas qu'elle est compliquée, c'est que si on me dit que je faisais des tunnels, mais alors là c'est une question quoi. à 45 minutes. Voilà. Non, je réponds extrêmement rapidement parce que on en parle souvent et voilà. Si. Attention, vous faites le pari, je gagne toujours les paris, hein, donc je vais faire très court.
Non, en fait, je suis intégralement d'accord avec ça. Donc, je pense que le cinéma, c'est aujourd'hui le cinéma. Encore une fois, je dis tout ce qui est encore dans une salle de cinéma n'est pas du cinéma. Hein. Si demain je rentre et je regarde un film avec Danny Boone ou un Marvel, je suis pas au cinéma. Enfin, je suis dans une salle de cinéma, mais je vois pas du film. Donc le cinéma de façon tel on l'a appris, qu'on nous l'a transmis, qu'on le respecte, etc. C'est aujourd'hui devenu la musique classique. Pourquoi, me semble-t-il? Parce que les cinéphiles, c'est une petite communauté qui doit se solidifier. C'est hyper important que ceux qui ont des gamins fassent au moins un cinéphile égale un gamin cinéphile derrière. Il faut faire gaffe au nombre. La démographie, c'est capital. Donc voilà. Mais je pense que je dirais que la classe moyenne, voilà, pour faire court, des cinéphiles à laquelle moi j'ai appartenu il y a longtemps et peut-être certains d'entre vous n'existe plus. Je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent à mort le cinéma, l'aiment vraiment et peut-être même plus que notre génération d'ailleurs, consommant des DVD, des Blu-ray, lisent, etc. Et puis il y a à côté de ça un espèce de continent gigantesque qui consomme du Marvel, TikTok, YouTube, séries télé. Je juge pas tout ça, un peu, mais bon, je juge pas tout ça, mais il y a plus de conversation entre ces deux mondes. C'est-à-dire que moi, quand j'étais, pour le coup, adolescent, au lycée, au collège, je veux dire, on était collectivement fils de profs, d'ouvriers, de médecins, quelles que soient nos origines, à attendre les sorties du mercredi, à parler ensemble des cinémas. C'était important pour nous, les films, voilà. Et ça faisait partie de notre culture, de notre langue commune. Aujourd'hui, le cinéma n'est plus une langue commune, c'est une langue ancienne, parlée par une petite communauté dont il faut espérer qu'elle va continuer, évidemment. Mais donc c'est devenu de la musique classique de ce point de vue-là, tout simplement. C'est pour ça que je pense pas qu'il s'agit pas de dire ça disparaît ou pas. C'est de la musique classique. Mais est-ce que le jazz, quand vous allumez Énergie, vous l'avez? J'en suis pas convaincu. Alors que il y a 20 ans, le Énergie équivalent aurait passé du jazz ou de la musique classique. Et donc pour terminer là-dessus, je pense que si le cinéma n'est plus un art populaire, il va forcément changer de nature, en fait, parce que le cinéma, il est intrinsèquement un art populaire. Après, il y a eu des films dits d'art, expérimentaux, tout ça, mais c'est un art populaire. Donc, s'il n'est plus un art populaire, qu'est-ce qu'on va faire comme film dans 10 ans? S'il n'y a plus le populaire ou le peuple pour aller voir ces films. Hein, parce que ces films-là dont on parle, Deer Hunter, etc., c'est des grands films d'auteur, des grands films populaires, et c'était pas uniquement des cinéphiles, des universitaires ou des fils de bourgeois qui allaient voir ces films-là, c'était tout le monde. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Ça, je suis un peu plus inquiet. Ouais, la question est ouverte. Hein. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci beaucoup. C'était une super soirée. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à Lucien et à toute l'équipe de transmission. Merci à vous toutes et tous. Merci beaucoup à Lucien, à Raphaël, à toute l'équipe des Grignoux, et donc à vous toutes et tous qui êtes venus et qui avez aimé cette soirée et qui parlerez du film, car nous le programmons à partir du 29 juin pendant 10 séances jusqu'à la mi-juillet. Bonne continuation. Merci. Je me permets de rappeler vite fait que ceux qui ont trouvé ça un peu court, on enregistre demain une émission avec Jean-Baptiste, et ceux qui ont trouvé ça un peu long, dites-vous que vous pourrez l'écouter en faisant la vaisselle. Bonne fin de soirée, merci.